Salut à tous, c'est les rentiers. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo FAQ. Vous êtes nombreux à nous poser des questions, que ce soit sur le business de conciergerie comme le business de sous-location ou même d'autres business. Donc aujourd'hui on a créé spécialement justement cette vidéo pour répondre à toutes vos questions. Dans cette vidéo, le but c'est de vraiment être le plus authentique possible, de répondre à vos questions justement avec ce qu'on pense réellement à travers les différents business et surtout aussi à travers les différentes questions que vous nous avez posées. Le but c'est qu'on exprime nos pensées, on répond à vos questions de manière honnête et derrière ça, parfois il y aura des avis qui peuvent être un petit peu controversants. On va vraiment vous dire des choses que parfois peu de personnes vous disent, que ce soit votre entourage comme des formateurs dans le business en ligne ou autre business. Donc là on va vraiment être authentique et on va voir les bons côtés, les mauvais côtés et on va vraiment clarifier tous les différents points que vous nous avez posés. Martin, que penses-tu du MLM? Alors qu'est-ce que je pense du MLM? J'en pense pas grand chose clairement, parce que pour moi c'est des business qui aujourd'hui sont vendus par quasiment tous les formateurs, que ce soit le e-commerce, le MLM, le trading, etc. Forcément c'est des business qui sont attrayants dans le sens où on peut peut-être gagner beaucoup d'argent rapidement, etc. Mais on a toujours l'impression que ça marche que pour les autres et on a surtout aussi toujours l'impression que ça marche que pour les mecs qui en parlent et pour les formateurs. Donc il faut savoir que ces mecs là c'est pas vraiment leur business, et donc moi j'en pense pas grand chose clairement, parce que la seule idée que je me fais du business aujourd'hui pour quelqu'un qui commence et qui n'a pas forcément beaucoup de compétences, c'est d'aller dans un domaine où est-ce qu'il y a vraiment une forte demande, où est-ce que justement l'offre est un petit peu en déséquilibre entre les business par exemple de services comme la conciergerie. Il y a beaucoup de propriétaires qui cherchent des conciergeries et les conciergeries qui sont au final peu présentes sur le secteur. Donc moi je pense vraiment qu'il faut aller dans un business où il y a beaucoup de demandes, donc il faut réfléchir à justement qu'est-ce que veulent les gens, et comme ça ce sera vraiment beaucoup plus simple de créer un business, trouver des clients au début facilement, commencer à gagner de l'argent et après pourquoi pas aller s'intéresser à des business qui sont un peu plus compliqués comme par exemple le e-commerce, etc., qui aujourd'hui nécessitent quand même plus de moyens pour se différencier de la concurrence et pour réaliser des gros revenus. Donc là on va passer plus à des questions qui vont tourner autour de la conciergerie et de la sous-location. On nous a demandé quand même pas mal de fois cette question, combien de logements est-ce qu'on a en sous-location, et aussi combien est-ce qu'on gagne avec le business de sous-location. Ok, donc du coup au niveau du business de sous-location, c'est une activité qu'on a commencé en octobre 2022, donc à savoir que la conciergerie on a commencé en janvier 2022, donc on a intégré le business de sous-location au cours de l'année, et donc on a rentré très rapidement, donc en moins d'une semaine, notre premier bien. Et donc actuellement nous avons 7 logements en sous-location. On se trouve d'ailleurs dans l'un de ces logements, puisqu'en fait on a récupéré un immeuble de 4 appartements au même endroit. Et donc concrètement, si on parle un petit peu de revenus, combien ça nous rapporte un logement en sous-location, je vais plus vous faire une estimation, mais là en gros on est à 3 500 € par mois pour 7 logements. Donc après ça va varier des mois, forcément il y a des mois où ça va être un petit peu plus, des mois un petit peu moins, mais globalement sur les sous-locations et notre secteur, nous on est sur environ 500 à 600 € une fois toutes les charges payées, donc que ce soit l'eau, l'internet, l'électricité, mais également le loyer. On arrive à générer un cash flow de 600 € par mois. Selon toi, quel est le meilleur business pour commencer? Du coup, pour répondre à cette question, le meilleur business pour commencer, ça va être un business justement, pas forcément la conciergerie ou la sous-location, ça peut être d'autres business, mais le but c'est vraiment d'aller dans un business où premièrement vous savez exactement comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent, parce qu'il faut déjà prendre conscience de son business model au début, dans le sens où si on ne sait pas comment est-ce qu'on va gagner de l'argent, le business forcément ne rapportera pas forcément d'argent au début. Et deuxièmement aussi pour celui qui débute, donc pour forcément le commencement, je conseille vraiment d'aller dans des business où est-ce que on peut commencer avec peu d'argent. Et par exemple la sous-location ça en fait pas partie, parce qu'il faut investir dans des meubles, etc., aussi parfois les loyers, la caution, etc. Mais par contre le business de conciergerie c'est un business de prestation de service, et il existe plein de business de prestation de service, et l'avantage de ces business là c'est que ça ne demande pas d'investissement de manière initiale, donc on peut commencer assez facilement avec 200 ou 300 € et donc rentrer ses premiers logements. Et c'est pour ça que pour en quelque sorte limiter le risque, je conseille vraiment de commencer dans un business qui nécessite pas forcément d'investissement initial. Du coup maintenant ça c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Est-ce que c'est possible de créer en même temps un business de conciergerie et de sous-location? Alors non, c'est exactement ce qu'on a fait, mais c'est pas possible du tout. Non, plus sérieusement, c'est tout à fait possible de créer un business de conciergerie et de sous-location en même temps. Pourquoi? Eh bien parce que c'est vraiment deux business qui sont ultra complémentaires et au final qui sont hyper similaires également, puisqu'en fait la grande différence entre le business de conciergerie et de sous-location, ça va être simplement qu'en conciergerie vous êtes là simplement pour apporter vos services
service de gestion, mais donc vous payez pas les charges, donc que ce soit le loyer, l'eau, l'électricité, etc. Ça, c'est pas vous qui payez. Par contre, en sous-location, là, vous allez payer du coup le loyer, les charges, donc l'eau, l'électricité, etc. Et derrière, vous allez louer en fait vos propres logements. Donc vous allez faire la sous-location tout simplement. Mais donc sinon, le business en lui-même, il est vraiment similaire dans le sens où une fois que tu fais les services de gestion, que tu sois en sous-location ou en conciergerie, c'est exactement pareil. Ce qui va juste changer, et c'est par rapport à ce que tu disais également dans la question d'avant, c'est qu'en sous-location, en fait, vous allez avoir besoin d'un peu plus d'investissement, donc que ce soit pour louer les meubles, mais également payer le loyer. Mais par contre, si vous faites comme nous, à commencer d'abord par la conciergerie, à vous créer un fonds de trésorerie, et puis derrière commencer la sous-location, ça c'est parfaitement envisageable, et c'est également ce qu'on recommande très fortement. Quoi. Et c'est vrai que pour tout ce qui est sous-location en général, c'est pour des personnes qui ont un peu plus les moyens, mais si vous commencez justement à créer ce business et que vous avez déjà un petit peu d'argent de côté ou quoi, l'avantage c'est que quand on crée un business de conciergerie et de sous-location en même temps, c'est qu'on va avoir deux avatars clients qui sont différents dans le sens où la conciergerie, une personne qui aura déjà un appartement et qui voudra le mettre en location courte durée mais qui pourra pas s'en occuper, alors pour la sous-location, c'est une personne qui va vouloir louer son appartement en location longue durée. Donc ces deux propriétaires, ces deux investisseurs ont des envies qui sont complètement différents, et du coup ça permet premièrement de cibler une personne qui est en location courte durée et une personne qui est en location longue durée. Donc en quelque sorte on maximise nos chances de trouver des clients, et donc on maximise forcément nos chances d'avoir un business qui marche du fait qu'on va gagner de l'argent avec ces différents propriétaires. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en conciergerie, donc il y a différentes méthodes de prospection, mais c'est vrai que principalement, ce qui s'est passé pour nous, c'était surtout grâce au référencement SEO donc de nos sites internet. C'était plutôt les clients qui venaient à nous, même s'il y a des clients qu'on a été chercher de nous-mêmes, mais par contre derrière avec le business de sous-location, c'est vous et votre pouvoir de communication qui va faire que vous allez pouvoir récupérer des clients. Donc c'est vrai que tu as vraiment deux clients cibles, deux avatars cibles quand tu fais le business de conciergerie et de sous-location en même temps. Martin, selon toi, quelle est la chose la plus essentielle à mettre en place avant de créer un business ? Alors pour moi, ça c'est quelque chose qui est peu commun, et ça va faire ressortir un petit peu l'attrait capitaliste en nous, mais pourtant c'est pas du tout la vérité, parce que c'est vraiment une question qui est ultra essentielle. Avant de créer un business, et ça c'est vraiment la mentalité américaine, ils se posent toujours la question: comment est-ce qu'on va faire pour gagner de l'argent ? Parce que la plupart des gens vont vouloir créer un business pour soutenir une cause, etc. etc. Moi j'ai toujours tendance à dire que si on veut soutenir une cause, vaut mieux créer un business qui rapporte de l'argent, et avec cet argent, pourquoi pas le réinvestir pour soutenir la cause. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut créer un business qui est pas forcément monétisable, on gagne pas d'argent, donc on n'aide personne. Nous vraiment, ce qu'on conseille, c'est quand on commence à créer un business, il faut vraiment aller dans un business qui nous rapporte le plus d'argent possible, et qu'il faut aussi avoir différents points à respecter dans ce business, que ce soit premièrement le niveau de marge. Il faut que le niveau de marge soit assez élevé, donc ce que vous allez gagner par rapport à ce que vous allez dépenser soit assez élevé premièrement, et deuxièmement il faut essayer d'avoir un certain niveau de récurrence, dans le sens où je prends l'exemple du business de conciergerie. Quand on récupère un appartement ou un client en conciergerie comme en sous-location, on va avoir un contrat qui va partir sur une certaine durée, en général entre 6 mois et 1 an et demi, alors que si par exemple vous créez un business e-commerce et que vous vendez un produit e-commerce, vous allez peut-être demain vendre 10 000 euros dans un mois, et l'autre mois pas faire d'argent. La conciergerie et la sous-location, c'est un business à forte récurrence, dans le sens où comme vous allez avoir des contrats, vous allez gagner de l'argent avec le propriétaire sur la longue durée, et deuxièmement le propriétaire va vous faire apporter beaucoup d'argent par appartement, parce qu'à titre d'exemple, en conciergerie on peut gagner entre 350 euros et 400 euros de bénéfices en moyenne par appartement, alors qu'en sous-location ce sera plutôt entre 500, 600 voire 700 euros par appartement. Alors du coup, ça c'est une question qu'on nous a posée, on l'a eu quelques fois aussi. Qu'est-ce que tu penses des haters ? C'est vrai que pour être honnête, depuis qu'on a commencé à faire de la création de contenu, etc., j'ai rarement vu des personnes qui nous critiquaient, comme peut le faire des haters. Mais c'est vrai que c'est déjà arrivé. Et moi, ces personnes-là, je suis un petit peu empathique envers eux, dans le sens où je me dis que si ils ont rien d'autre à faire que d'envoyer de la haine et de rendre triste ou je sais pas les personnes, donc en mettant des commentaires vraiment négatifs dans le sens de blesser quelqu'un, je me dis que ces personnes-là sont peut-être très mal au fond d'eux, qu'ils ont une vie qui est un petit peu merdique. Ouais. Et moi, concrètement, ça me fait pas de la peine de recevoir des critiques. Je suis plutôt dans le sens où je les soutiens, ces personnes-là, de me dire que ils ont pas une vie facile et que voilà quoi pour. Ouais.
moi je le prends pas personnellement au final. Ouais. Mais c'est vrai que ça c'est un truc qu'on a aussi pas mal remarqué, c'est que la plupart des haters en fait vont rager directement dans les commentaires et jamais par message. C'est-à-dire qu'en fait il y a plein de personnes qui nous ont un peu critiqué par message ou quoi, sur les commentaires sur Insta ou quoi. Mais par contre ils viennent jamais parler dans les messages. Donc moi je me dis que ces personnes-là en fait ils commentent pas contre nous, ils commentent juste parce qu'ils veulent faire en quelque sorte du buzz et qui cherchent un petit peu les notifications, donc l'acceptation ou l'approbation des gens quoi. Ouais, c'est un peu ce que je me dis quoi. Si je me dis que si ces personnes-là ils envoient des messages comme ça, c'est pour attirer l'attention au final sur eux, une attention qu'ils n'ont pas dans leur vie de tous les jours au final, je pense. Ouais. Ok, donc maintenant, une autre question que beaucoup de gens se posent, est-ce que vaut mieux investir en location courte durée ou bien en location longue durée selon toi? Alors selon moi, déjà tout dépend un petit peu de vos préférences et de votre situation actuelle, donc tout dépend des revenus, du patrimoine, etc. Mais en gros, ce que la plupart des gens pensent, c'est qu'en location longue durée, si on investit en location longue durée, ça nous prend pas de temps. Par contre, on gagne moins d'argent forcément que si on était en location courte durée, et que la location courte durée, ça nous fait gagner plus d'argent, mais ça nous fait aussi prendre plus de temps au niveau de la gestion, etc. Donc moi, ce que j'en pense, et c'est pas forcément ce que pensent la plupart des gens, c'est qu'en location courte durée, en fait, justement, on considère que ça prend plus de temps parce que les personnes pensent qu'il faut s'occuper du ménage, du linge, etc., etc. Donc certes, c'est vrai, ça prend du temps, mais en fait, il existe différentes solutions, donc notamment tout ce qui va être système de conciergerie, où il y a des business comme par exemple nous, ce qu'on propose, on permet justement à des propriétaires de gérer leur appartement en location courte durée. Mais ce que les personnes ne savent pas au niveau de la location courte durée, c'est qu'il existe plein de manières d'automatiser son appartement pour justement faire en sorte que la gestion prenne autant de temps sur un appartement en Airbnb qu'en location longue durée. Et donc pour ça, il va y avoir tout ce qui va être système de boîte à clés, donc aussi les personnes qui vont s'occuper du ménage, tout ce qui va être les logiciels d'automatisation de la communication comme Best24. On peut aussi prendre des personnes en freelance pour qu'elles s'occupent de la communication. Il y a différents éléments, différentes choses à mettre en place qui nous permettent justement d'y consacrer très peu de temps et au final de parfois y consacrer même 10, 15, 20 minutes maximum par mois sur un appartement en location courte durée quand tous les process sont mis en place. Et donc c'est ce qui me fait dire qu'un appartement en location courte durée peut prendre grosso modo autant de temps à gérer qu'un appartement en location longue durée et forcément ça nous rapporte beaucoup plus d'argent. Et donc c'est pour ça que moi je considère que quand on débute dans l'immobilier, vaut mieux partir en location courte durée pour maximiser ses revenus locatifs et donc pour derrière avoir la possibilité de réinvestir dans d'autres appartements. Ouais. Après, je pense que ça va dépendre aussi, donc effectivement de ce que tu as dit, mais aussi de la personnalité de la personne qui investit, dans le sens où si vous êtes une personne qui n'a pas envie de se prendre la tête, etc., mettre des process en place, la location longue durée, effectivement, c'est la facilité, puisque une fois que vous avez trouvé un locataire qui paye, etc., qui est une personne droite dans ses bottes, au final, c'est très simple, mais par contre, comme tu l'as dit en rendement, ça rapporte moins. Et par contre, pour ceux qui veulent plus de rendement, mais qui choisissent un chemin qui met un peu plus de complexité, ça peut être la location courte durée, même si, comme tu l'as dit, il y a des moyens pour rendre ça facile, quoi. Et tout dépend aussi du coup de la situation financière, dans le sens où il y a des personnes qui vont investir pour s'enrichir. Donc tout ce qui est location meublée en général, donc que ce soit courte durée comme longue durée, c'est à peu près similaire. Et il y a les personnes aussi qui sont là pour défiscaliser, donc plus en logement nu. Et donc forcément, si vous êtes là pour défiscaliser, vous avez un gros patrimoine, la location courte durée, ce ne sera pas forcément la bonne option pour vous. Donc ça c'est une question qu'on nous a posée plusieurs fois. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? Comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? Faut savoir que Martin du coup il a 2 ans de plus que moi, donc lui il a 23 ans actuellement et moi j'en ai 21. On s'est rencontrés par le biais d'amis en fait qu'on avait en commun, dans le sens où il y a une personne de mon village qui court avec Martin depuis un certain temps, et lors de la période du Covid, donc c'était il y a de ça justement 2-3 ans, je le connaissais déjà de base, mais on n'était pas amis, on se parlait pas, etc. Et donc pendant la période du Covid, on a été courir quasiment tous les jours ensemble en fait, avec un groupe de personnes. Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître, on a parlé ensemble, etc. On a parlé business. Et en fait, de fil en aiguille, on a vu qu'on avait la même passion qui était l'immobilier. Et derrière, c'est comme ça un peu qu'on a créé cette relation, qu'on s'est lancé dans le business à deux. Ok Martin, du coup maintenant, pour les personnes qui nous regardent, selon toi, quelle est la chose la plus dure dans le business ?
Alors pour moi, la chose la plus dure dans le business quand on débute, c'est complètement différent par rapport à le salariat, et ça c'est vraiment un avantage qu'on peut avoir dans le salariat, c'est que quand on a une tâche à faire, on nous dit exactement ce qu'il faut faire, et du coup la personne qui est au-dessus de nous, donc le responsable, peut nous dire si on fait les choses bien ou pas, si on s'entête, si on est persévérant, ou alors au contraire si on est obstiné dans une tâche qui apporte pas beaucoup de valeur. Donc l'avantage dans le salariat, c'est qu'on arrive à nous aiguiller et nous dire si ce qu'on fait c'est bien ou pas, alors que dans le business, c'est complètement différent, parce que quand vous allez créer en fait un business, vous allez être votre propre patron, et donc en fait en quelque sorte il n'y a personne qui est au-dessus de vous, et c'est à vous de déterminer si oui ou sinon la tâche que vous faites actuellement c'est la bonne chose à faire pour développer votre business. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent travailler en faisant des choses comme par exemple créer des réseaux sociaux, etc., alors que c'est pas forcément la bonne action à faire à ce moment-là pour créer l'entreprise ou pour faire développer le business. Et comme ils sont entrepreneurs et qu'il n'y a personne au-dessus d'eux, il n'y a vraiment personne pour les aiguiller sur le fait de savoir si c'est la bonne chose ou non. Donc c'est pour ça que moi je juge nécessaire, quand on crée l'entreprise, de s'entourer des bonnes personnes premièrement, et aussi potentiellement de se faire accompagner par des personnes qui ont déjà réussi dans le business qu'on veut lancer. Comme ça nous permet d'avoir un point de vue extérieur et vraiment de savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Moi je rajouterais également une chose qui peut être dur justement quand on se lance dans le business, ça va être la partie savoir en fait attirer l'attention. Et pour moi en fait, quand tu ne sais pas attirer l'attention, si tu as une entreprise de business physique, donc par exemple je prends l'exemple de la conciergerie, si tu sais pas attirer l'attention sur toi et te faire connaître, derrière ça va être hyper dur en fait de trouver des clients. Et ça, peu importe le domaine, savoir attirer l'attention c'est hyper important, puisque même avec les réseaux sociaux maintenant on est dans une ère où il y a beaucoup de concurrents dans tous les types de business, et donc il faut savoir tirer son épingle un peu du jeu pour se faire connaître et derrière avoir des clients, quoi. Alors j'ai une petite question qu'on nous a, c'est je pense la question qu'on nous pose le plus de fois. Quelle est la technique la plus simple pour trouver des clients ? Ma réponse, ça va paraître un petit peu basique, mais lorsqu'on a commencé la conciergerie, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait passé beaucoup de temps les 2 premières semaines à faire que des messages. Ouais. On avait envoyé que des messages sur Le Bon Coin, on avait envoyé plus de 180 messages, on n'avait eu aucune réponse positive. Et un matin, je me rappelle, je me suis mis à appeler un client. Et en fait, un prospect sur Le Bon Coin, dès le premier appel, j'ai signé un premier rendez-vous. Et en fait, toute la journée, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé différentes annonces sur Le Bon Coin. Et en moins d'une journée, j'avais réussi à booker 4 rendez-vous. Donc à partir de ce moment-là, on a vraiment eu le déclic de se dire, ok, maintenant on arrête les messages. Même si c'est moins facile de prendre son téléphone et d'appeler directement la personne, c'était vraiment ce qui marchait le plus et qui était mieux pour obtenir des rendez-vous, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ingrat, mais la plupart des choses qui marchent le mieux au final sont les choses les plus simples. Et pour la petite histoire, du coup, le premier ou le deuxième, troisième, un des 3 premiers que tu avais appelé, qu'on avait eu un rendez-vous, donc ça a été notre premier rendez-vous, on n'a pas signé son appartement. Par contre, on a signé un deuxième appartement à lui qui était en travaux, qu'on a récupéré quasiment 1 an après avoir créé la conciergerie. Et pour info, du coup, cet appartement, c'est aujourd'hui l'appartement qui nous rapporte le plus d'argent, parce que c'est une love room, donc on pourra peut-être mettre la photo directement dans la vidéo. Et donc c'est en gros un logement atypique avec baignoire, balnéo et sauna, et c'est un appartement qui rapporte à notre conciergerie chaque mois entre 800 et 1200 euros de chiffre d'affaires. Donc en termes de bénéfices, on est entre 600 et 800 euros. Donc c'est un appartement qui est très 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 rentable, sachant que on a complètement automatisé cet appart parce qu'il n'est pas sur notre secteur. Et donc clairement on y va 1 fois par mois, donc en début de mois pour déposer un petit peu les consommables, etc. Mais on n'y va quasiment jamais, et pourtant c'est un appartement qui rapporte beaucoup d'argent. Exactement. Et en plus, cette personne-là, du coup, c'était le tout premier rendez-vous qu'on avait eu. Et puis derrière, on n'avait pas réussi à se vendre correctement. Non. Mais par contre, quelques mois plus tard, lorsqu'on avait justement plusieurs logements, cette personne nous a recontacté pour un autre logement sur un autre secteur. Et donc là, du coup, comme tu l'as dit, maintenant, c'est notre logement le plus rentable, et on a réussi à se vendre à ce moment-là, quoi. Ouais. Ok Martin, maintenant une question qui revient aussi assez régulièrement, c'est les gens en fait nous demandent pourquoi le propriétaire il a un intérêt en fait à nous sous-louer son appartement plutôt que de trouver un locataire classique au final. Alors du coup par rapport à ça, il y a pas mal de réponses, et je vais pas rentrer dans toutes les questions parce qu'on en parle aussi dans l'accompagnement justement qu'on propose avec Ryan, et on rentre vraiment plus en détail avec tout ce qui est point positif du côté sous-location. Mais je vais parler du coup d'un point qui me semble pour moi très important, c'est le fait que quand on loue un appartement à un locataire lambda,
c'est un bail habitation. Et donc aujourd'hui, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous savez très bien que, et la plupart des gens savent que les baux habitation, c'est des baux qui sont très contraignants pour le propriétaire, dans le sens où si le locataire oublie de payer le loyer, et en général il oublie pas de manière inconsciente, c'est vraiment conscient, s'il oublie de payer le loyer, pour faire partir le locataire, c'est très très compliqué en France aujourd'hui, parce que les lois sont vraiment tournées du côté locataire, alors que quand on part en sous-location, on signe un bail avec un pro, donc c'est une société, et comme c'est un bail professionnel, c'est pas soumis aux règles d'habitation, et donc si par exemple la société ne paie pas le loyer, c'est beaucoup plus simple pour le propriétaire de dégager le locataire, même si forcément quand on discute avec le propriétaire, il faut pas trop lui expliquer ça, parce que le but c'est pas que vous payez pas le loyer, mais au moins de son côté ça peut le rassurer, et il va pas forcément rentrer dans des procédures administratives qui vont durer 3 ans pour dégager un mec qui paye pas, surtout qu'en général les mecs qui payent pas, ils vont rendre l'appartement dans un état de misère quoi. Et puis je vais pas rentrer dans tous les autres détails, mais il y a une autre chose aussi qui est hyper simple, c'est que vous êtes un professionnel et votre activité c'est la location courte durée, donc forcément que vous avez tout intérêt à ce que le logement soit dans un bon état, et donc ça c'est un autre point que vous pouvez expliquer concrètement au propriétaire quoi. C'est-à-dire qu'après 2-3 ans, s'il récupère son appartement, il n'aura pas à refaire l'appartement en entier, comme ça peut être le cas lorsqu'on a des locataires en location longue durée. Ça, c'est une question qui peut faire peur pour la plupart des personnes qui veulent se lancer en courte durée ou alors qui veulent créer une conciergerie. C'est au niveau des réglementations, parce qu'on parle beaucoup de réglementations, etc. Est-ce que les réglementations pour le Airbnb te fait peur ? Non, concrètement, les réglementations, ça ne me fait pas peur. Pourquoi ? Puisque Airbnb et la location courte durée, ça fait quand même un moment que ça existe. Le métier de conciergerie, ça fait aussi un moment que ça existe, même si ça fait que quelques années, voire quelques mois qu'on en parle réellement. Et pour moi, Airbnb, malgré le fait qu'il y a la concurrence avec les hôtels, etc., c'est quelque chose qui, pour moi, sur le temps, va perdurer, un peu comme tout ce qui est Uber, etc. Donc, c'est des choses qui ont un peu bouleversé le système actuel, mais au final, on s'adapte toujours, vu que c'est des inventions qui ont changé le monde. Et concrètement, pour moi, le métier de conciergerie et les réglementations, en fait, ça va pas changer énormément de choses, dans le sens où on est obligé, à l'heure actuelle, par exemple, je prends notre cas à Dieppe, on est obligé d'avoir toujours des Airbnb si on veut accueillir des touristes. Ouais. Et en fait, des touristes, pardon. Et en fait, s'il n'y a pas de Airbnb et qu'on met des réglementations, derrière la ville, en quelque sorte, il y aura plus de tourisme. Ouais. Et donc là, derrière, ça fait un manque à gagner, clairement. Et c'est aussi le problème ne vient pas des personnes qui mettent leur logement en location courte durée, mais c'est plutôt à qui on vend les logements. Ouais. Puisque la plupart des logements qui sont achetés sur notre secteur, c'est des personnes qui ont des résidences secondaires. Et en fait, si ils sont contraints justement de pas mettre leur logement en location courte durée, derrière, en fait, ils mettront ils laisseront vide jusqu'à ce qu'ils viennent dans leur appartement. Donc au final, ça changera pas grand-chose au niveau des réglementations. Ouais. Quoi. Parce que du coup, s'ils mettent pas l'appartement en location courte durée, ils peuvent le mettre qu'en location longue durée. Mais comme c'est beaucoup de Parisiens, etc., qui ont pas mal de pouvoir d'achat, ils n'ont pas forcément envie de mettre leur appartement en location longue durée, parce que le but initial, c'est de venir en profiter sur les week-ends quand ils ont envie de prendre un petit peu l'air marin. Et aussi, surtout, parce qu'un appartement en location longue durée, ça va rapporter 5, 6, 700 euros par mois, tout dépend du logement. Et pour des personnes qui ont acheté des appartements comptants et qui valent 200 000 euros, clairement 700 euros par mois, ça fait pas vraiment une grosse différence au niveau de leur pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de savoir à qui on vend les appartements, et que le problème c'est pas le Airbnb quoi. Ok, maintenant du coup, si on parle un petit peu d'investissement immobilier, quel est selon toi le facteur le plus important à prendre en compte pour justement maximiser la rentabilité ? Alors du coup, pour moi, le facteur qui influe le plus, et la plupart des personnes vont pas forcément voir ça comme ça, parce qu'on parle beaucoup d'emplacement, qui est une règle bien connue dans l'immobilier, qui est que c'est vraiment l'emplacement qui prime. Forcément, un appartement que tu vas acheter dans Paris, dans le vraiment plein centre de Paris, etc., que tu vas mettre en location courte durée, il sera bien plus loué qu'un appartement que tu peux acheter dans la ville de Tours, par exemple, parce que Paris, c'est une ville qui est ultra prisée, tu vas forcément louer plus cher, tu vas louer plus souvent. Mais ce sera pas forcément un investissement qui va être plus rentable, parce que dans le centre de Paris, si on prend par exemple un appartement qui fait 20 mètres carrés, on peut assez facilement l'acheter à 15-20 000 euros le mètre carré. Donc forcément, un appartement qui coûte 300 ou 400 000 euros, si on rentre par mois, admettons 2 000 euros, ça fait chaque année 24 000 euros. Et si on divise 24 000 divisé par 400 000 euros, ça fait un rendement qui est clairement pourri. Alors
Alors que dans un appartement qui est situé dans une ville où le prix au mètre carré est moins cher, même si on loue l'appartement moins souvent et aussi moins cher, ce qui vraiment compte le plus, c'est le rendement qu'on va avoir entre ce qu'on va rentrer en termes de revenus locatifs divisé par le prix de l'acquisition immobilière. Et quand on achète un appartement qui fait 20 mètres carrés sur un secteur où c'est à 2000 € le mètre carré, donc l'appartement forcément on va l'acheter plutôt entre 40 et 50 000 €, donc on va l'acheter forcément 6 fois moins cher par rapport à un appartement qu'on peut avoir sur Paris, mais pourtant on va rentrer pas forcément 6 fois moins d'argent. Donc le rendement locatif sera différent, sera plus élevé, on va rentrer moins, mais du coup on aura un crédit qui va être moins élevé, et donc forcément qui dit un crédit moins élevé dit un autofinancement plus simple à avoir. Et donc vraiment le facteur le plus important à regarder, c'est au début le prix au mètre carré, et se centrer sur des secteurs justement où le prix au mètre carré est peu élevé pour justement maximiser nos chances d'avoir un rendement locatif élevé. Donc ça, après, ça va dépendre aussi du type d'investissement que tu fais, parce que forcément que si tu fais de la location de courte durée, c'est plus intéressant d'aller sur des prix au mètre carré plus bas. Ouais. Mais par contre, si tu veux faire de l'achat-revente, là c'est complètement différent, à ton avis, sur ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour l'achat-revente en général, il faut plutôt partir sur des secteurs où est-ce que le prix au mètre carré est plus élevé. Mais aujourd'hui en France, la plupart des banques ne financent pas pour du marchand de biens ou pour de l'achat-revente. Donc c'est plus simple de proposer un projet locatif à une banque, que ce soit en location longue durée comme en courte durée, parce qu'ils préfèrent l'investissement immobilier qu'un projet d'achat-revente. Parce que nous, par exemple, quand on est arrivé à la banque là où on est actuellement, et la plupart des banques, dès qu'on veut se faire financer sur un projet, ils nous disent: est-ce que vous venez pour un projet de marchand de biens ou pour de l'achat-revente? C'est la première question qu'ils posent. On leur dit non, nous ce qu'on veut c'est faire de la location courte durée. Ils nous disent: ah ouais, parce que nous tout ce qui est marchand de biens, etc., on finance pas. Donc c'est plus compliqué de se faire financer en marchand de biens, mais c'est vrai que quand on veut faire du marchand de biens, il vaut mieux partir sur des secteurs qui sont assez cher au mètre carré, quoi. Donc maintenant, une petite question qu'on nous a posée par un petit filou: est-ce que on est millionnaire? Alors la réponse, elle est toute simple: non, pas encore. Nous ne sommes pas encore millionnaires, mais personnellement, si je devais vous dire un petit peu quels sont mes objectifs financiers à l'avenir, donc comme je vous l'ai dit, j'ai 21 ans actuellement, et donc moi mon objectif c'était, quand j'ai commencé dans le business, être millionnaire à 25 ans. Et je pense clairement, en étant tout à fait honnête et sans prendre la grossette, je pense qu'avant 25 ans, je serais millionnaire en termes de patrimoine. Donc je parle en patrimoine brut, je parle pas vraiment 1 million d'euros liquides sur mon compte en banque, mais je parle à travers mes différents investissements immobiliers et mes revenus. Je pense qu'avant 25 ans, je serais millionnaire sans aucun doute. Et toi? Je pense que moi c'est exactement pareil, dans le sens où actuellement on n'est pas millionnaire, mais vu qu'on est dans un business qui est quand même un business assimilé investissement aussi, dans le sens où on ne crée pas une boîte où on a un savoir qui fait qu'on peut gagner beaucoup d'argent. En fait, nous on est vraiment dans l'immobilier pour s'enrichir, on va pas se mentir, c'est un domaine qu'on apprécie forcément, mais l'immobilier c'est quelque chose de périn, c'est aussi de l'investissement, donc on est là pour l'argent, on est là aussi pour justement utiliser cet argent à bon escient, on n'est pas là pour cramer l'argent, enfin, on en fait ce qu'on veut, mais au moins notre but dans l'immobilier c'est vraiment de base de s'enrichir, et donc c'est pour ça qu'on y est, et on maximise nos chances justement dans le fait d'être dans l'immobilier, de devenir millionnaire assez rapidement, quoi. C'est ça. Et concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qu'on gagne, en fait, on investit plus de 80%. Donc que ce soit dans l'immobilier, comme également dans la bourse, où on met chaque mois du coup de l'argent sur un compte titre, mais également de l'argent sur un PEA. Et donc toutes ces petites choses-là liées bout à bout fait que avec les revenus qu'on a actuellement, plus tous les investissements, je pense que d'ici 3-4 ans, on sera millionnaire sans hésitation, quoi. Donc du coup on arrive à la fin de cette première vidéo FAQ de la chaîne. C'est la première fois qu'on fait ce type de contenu, de format, où justement vous nous posez des questions et nous on vous répond en direct. Ça permet aussi d'être un peu plus transparent avec vous, etc. sur la manière dont on pense vis-à-vis du business, mais également de notre vie en général. Si jamais vous avez justement des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça nous servira pour une prochaine vidéo FAQ. Et puis si jamais vous êtes intéressé par le business de conciergerie ou bien de sous-location, il faut savoir qu'on a créé une formation 100% gratuite sur ces deux business avec Martin. Les deux liens sont dans la description de cette vidéo, donc vous avez juste à cliquer, à rentrer votre meilleure adresse email, et derrière vous allez récupérer 30 minutes donc sur chaque activité, donc sur la conciergerie ou la sous-location, pardon, et vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut
de A à Z pour savoir concrètement comment se passent ces deux activités. Et puis, eh bien, si vous êtes des petits curieux et que vous avez envie de savoir justement combien est-ce qu'on peut obtenir de rendement, de chiffre d'affaires ou de bénéfices exactement avec un logement en sous-location ou en conciergerie, eh bien, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher sur l'écran. Et puis, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on vous dit à très bientôt avec Martin. C'était Ryan et Martin des Rentiers. Ciao, ciao. Salut.